Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Oh là les gens, comment ça va bien? Bon, ça va bien et toi? Ça va? Mais Oui. ça va. Ça va bien, c'est l'épisode 6 de la saison 5, on est le 2 octobre 2019, et on va vous parler séries, voilà. C'est ce qu'on fait de mieux, mais pas si bien que ça quand même. Bref, avec moi ce soir, je ne le dirai plus, hein, mais ce n'est pas une brique, comment dire, c'est un tout. C'est un monument. C'est un monument, voilà, c'est... Ah là là, C'est l'Arc de Triomphe. Oh, au moins ça, oui. l'obélisque. C'est plutôt Obélix, oui. Attends, toi, de profil, on te voit plus, alors ça va? Bon, Elodie, bonsoir. Bonsoir. C'est pas vrai, on te voit toujours. Non, mais quand même. On a quelqu'un, pouf, qui est revenu. Cdiscount nous l'a livré. le clone de Florian. Ouais, bonsoir. Et pas le Ça clone fait de... du plaisir de revenir. Ça fait du plaisir. Voilà, Oui, il se fait C'est plaisir du pour grand revenir. plaisir. Ça fait plaisir, comme je disais, dans le titre du podcast. Et la rentrée des séries qui fait plaisir au kiki. Voilà. Pourquoi pas. Et alors, vas-y pour enchaîner ça, hein. Plaisir au kiki. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Non mais voilà, alors, tout honneur, bien entendu. Bon, au programme de ce soir, de l'actualité et des recommandations des séries de la rentrée, parce que la semaine dernière, on a parlé de Sports Nice parce qu'il n'y avait rien. Globalement, il n'y avait rien. Et depuis la semaine dernière, il y a eu des séries. Et il y a des choses qu'on a retenues, et des choses qui sont vachement bien quand même, donc ça nous rassure un petit peu pour cette saison 2019-2020. Ah ben tu l'as dit mon kiki, hein. Et voilà, avec, pour vous teaser un petit peu le tout, si je me trompe pas de colonne, ça serait bien, avec du Evil, Perfect Harmony, hein, In the eye of the tiger. voilà, merci beaucoup, et des choses aussi comme, voilà, The Unicorn, Stumptown, peut-être Creepshow, on en sait rien, on verra le temps que l'on a, on va essayer de bien bourrer tout ce qu'il faut. Oui, alors là, ça, je ne lirai pas. Donc, on va commencer directement par l'actu, si je retrouve mon jingle machin. Il est où? Il est là. Et comme je ne sais jamais dans quel ordre je les mets, parce que voilà, je réécoute pas forcément les émissions, maintenant, je les clique dans l'ordre où elles sont dans mon cartouchier. C'est plus simple. Ça passe. Ça passe. Ça passe très très bien, ça passe crème. Alors, en parlant de ça passe crème, on va peut-être pas commencer par cette news-là, ça passe pas si crème que ça. Mauvais goût, bonsoir. Mais elle passe crème, elle passe l'arme à gauche, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oh. Merci Florian, merci beaucoup. Bon, bref, c'est pas si drôle que ça du tout. L'actrice, on a appris donc la semaine dernière que l'actrice Linda Porter venait de nous quitter à l'âge de 86 ans, actrice connue pour Twin Peaks, et dernièrement dans Superstore, elle jouait un hologramme aussi. Mamie, ouais, oui. Celle Voilà. qui se faisait virer comme une malpropre. Elle était tellement choupie. Voilà, elle était très très choupie, mais en même temps, il y avait un côté un peu, comment dire... Vicieuse. Ouais. vicieuse et étrange. Toi, c'est la mamie, t'as envie de, que je sais pas moi, de lui offrir le bon Dieu sans confession, et en fait, il faut peut-être pas. Hein, faut peut-être Ouais, pas. Donc, c'est le genre, tu vois, si on était dans un jeu, c'est celle qui serait mignonne au début, et en fait, c'est une vieille sorcière démoniaque après. Tu vois. c'est ça. Elle jouait donc, je retourne sur le nom, Myrtle dans Superstore. Superstore qui a recommencé ici avec sa saison 5. Et donc saison 5 qui connaîtra un hommage à l'actrice un peu plus tard, parce que bon, bah, elle n'était pas là du tout dans aucun des épisodes qui ont été tournés depuis.
Voilà, ça c'était la news pour commencer bien. On commence comment ? On commence avec la rubrique nécro. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est parfait. Bon, en parlant de rubrique nécro, on continue, mais du côté de chez Netflix, Mathieu. Eh ben oui, c'est l'hécatombe. Donc, les annulations continuent avec BoJack Horseman. La saison 6 sera la dernière. Et je crois bien que les prochains épisodes arrivent en janvier, si je dis pas de bêtises. Mais je dois sûrement dire une Et bêtise. du coup, non, c'est ça, mais du coup, ça sera diffusé en 2 parties. C'est ça, voilà. Il y a les premiers épisodes qui arrivent bientôt et puis les suivants qui arrivent en janvier. Donc la série aura quand même une conclusion, elle est prévue. Mais Aaron Paul, qui est producteur et qui double dans la série, a dit que c'était quand même une décision de Netflix. Donc l'hécatombe continue, mais les bonnes choses ou pas continuent avec Stranger Things saison 4 qui, aux surprises, est annoncée. Donc on a eu un petit teaser que vous avez sûrement déjà vu et qui tease le retour dans l'Upside Down et peut-être visiter d'autres villes autres que Hawkins. Moi, je crois qu'ils sont en fait, ils disent qu'ils sont plus à Hawkins, mais ma théorie, c'est avec le gros 4 rouge, en fait, ils vont être dans un jeu de puissance 4 géant, en fait. C'est ma théorie, je la balance. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai une autre théorie, c'est qu'en fait, les scénaristes, ils ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Oh, C'est pas faux. c'est beau. Mais ça, c'est pas faux depuis la saison 2. On va Mais dire, à peu en près. même temps, en fait, si tu veux, ils entretenaient l'illusion parce que là, pour le teaser de la saison 4, on n'a pas eu les titres des épisodes. Donc, en fait, ça donne encore plus de crédibilité à ta théorie. C'est ça, c'est... alors, épisode 1. C'est... Dans mon chapeau. Voilà. Il y a un monstre. Ouais, il fait ça. Ouais, c'est bien. Et Eleven, elle mange des gaufres. Voilà. Non, mais moi je pense qu'en fait ils sont restés sur le thème de début, c'est qu'ils sont un donjon et dragon et tout le scénario se joue au dé en fait. Oui, mais ça s'appelle un algorithme Netflix, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je confonds toujours les deux, Bah, c'est stupide. Bah ouais. Alors, hop, on continue avec toi, Mathieu, la deuxième news que tu nous as retenue. Oui, c'est une news de casting. Ryan Murphy, oui, à chaque fois, je parlerai de Ryan Murphy. Donc, qui vient de sortir The Politician, continue son deal avec Netflix. Donc, il y aura bientôt Ratched, mais aussi Hollywood. Donc, qui se centrera sur, comme son nom l'indique, le Hollywood des années 40. Ouais. La saison 1 est déjà commandée et arrivera sûrement en mai 2020. Et on nous annonce que Jim Parsons, donc Sheldon dans Big Bang Theory, et Dylan McDermott, qui était dans les premières saisons d'American Horror Story, rejoignent le casting. Et on savait déjà que par exemple Darren Criss, Jeremy Pop ou David Corenswet seraient dans la série. Et est-ce que tu crois que ça fera comme The Politician et à peu près la moitié des séries de Ryan Murphy, c'est qu'au bout de quelques épisodes de sa première saison, il s'ennuie tellement de la série qu'il en a plus rien à foutre. Oui. Ouais. Voilà. C'est un oui ferme et définitif. Voilà. Oui, mais on l'aime Oui. bien Ryan Murphy, mais bon, il fait plein de choses. C'est vrai que c'est le syndrome Ryan Murphy. C'est le syndrome Ryan Murphy. Juste pour dire qu'enfin, il y a eu 2 ou 3 semaines, il y avait eu un profil de Ryan Murphy dans Time, en fait, et il disait, enfin, je crois que c'était là que, en fait, le tournage de Ratched, enfin, le truc avec Sarah Paulson, en fait, était terminé, en fait. Donc, c'est dans la boîte, en fait, c'est probablement le prochain truc qui va sortir de Ryan Murphy. Voilà, lui, il tourne des séries en boucle, et puis dès qu'il a besoin d'un truc... tiens, en fait, j'ai un DVD, il y a quelques épisodes dessus, vas-y, fais-en ce que tu veux. Globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et lui, là, ça marche bien, ça, pour les anthologies, mais quand les dernières anthologies qu'il fait, voir ce que ça donne pas envie de voir la suite, quoi. Ouais, mais bon, voilà, il les a tournés, il était bourré. Et il peut rien. Bref, ok, un peu de casting, et toujours du casting, pas du casting vraiment, mais là, plutôt la réalisation. Oui, alors en grand fan de Once Upon a Time, j'étais obligé de le citer. Jennifer Morrison, donc qui jouait dans Doctor House, Once Upon a Time, etc., réalisera le pilote de One of Us is Lying pour Peacock, la nouvelle série de NBC. Pas de blague, je finis après les blagues. Il a dit pi. Donc la série sera basée sur le livre de Karen McManus, du même nom, et produit... Oh, c'est bon, non, ça suffit. Et produit par John Sachi et Matt Grush. Attends, sérieusement, tu les inventes les noms, parce que... Eh ben non, on m'a dit que je devais dire les noms, donc j'ai regardé et ça se dit bien comme ça.
Parce que- Parfait. Parce que, Voilà. tout le monde sait que le McManus, On ça aura chie. un max de noms nuls pour parler la prochaine fois. Et donc on essaiera de voir qu'est-ce qui se passe quand 5 lycéens sont en détention, mais que seulement 4 ressortent. Et Jennifer Morrison réalisera le premier épisode. Ok, très bien. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va nous enlever l'étiquette du bébé de show. Bref. Alors attention, bébé de show, là je continue dans la news bébête, tellement bébête. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une adaptation française de This Is Us Oui, pour TF1? j'aurais préféré oublier, mais apparemment c'est le cas. Voilà, Oh. pour Par TF1, qui? Pourquoi? Ah, c'est d'accord. c'est pour TF1, ça s'appelle Je te promets. Je Oh là te là. promets les mots. Voilà. Voilà, Pardon. exact. Déjà, voilà. Et devinez qui pourrait jouer le rôle de Mandy Moore dans cette J'ai version. le Trello sous le nez, donc je peux le dire ou faut que je devine? Non, c'est juste pour jouer, parce que voilà, vous avez le Trello sous le nez. Une certaine Jennifer, voilà, parce qu'apparemment The Voice, ça rapporte plus tant que ça. S'il y est toujours, je sais plus, je m'en fous en fait. Et alors, par contre, ce qui est drôle, c'est que, je suis désolé, hein, mais déjà, voilà, l'annonce même d'un This Is Us français, machin, tout ça, ça n'augure Surtout que pas ça a du pas bon. marché en Et on est sans doute méchant dessus, et peu importe. Mais dans les scénaristes, il y a une personne, je suis désolé, elle s'appelle Brigitte Bémol. C'est le premier truc que ça m'a sauté aux yeux aussi, hein, j'avoue, t'es pas le seul, quoi. Voilà. Et voilà, on a... Non. Enfin, je sais pas. Peut-être on sera surpris. Mais il n'y a rien qui va dans cette news. Ensuite... Puis si on veut zapper, on fait dièse. Exactement. Exactement. Et alors, par contre, là, Florian, toi aussi, Oui. tu as vu hier... Twitter était complètement en ébullition, en Oui. érection juvénile. Ils étaient sans dessus-dessous, ils ont fait une crise d'acné, en fait, je sais pas ce qui s'est Voilà, passé. il y avait plein de tapait la boutons tête contre les partout. murs, et il se prenait des bûches. Exactement. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, en fait, ils ont, je sais pas, ils ont vu une pelle d'or et ils se sont dit qu'ils allaient se sortir de la mer tout seuls. Enfin, ça, c'est une référence à la saison 3 que ces gens-là ont maté et que moi aussi j'ai maté. Donc voilà. Alors, on parle de Twin Peaks. Voilà, c'est revenu un tout petit peu comme la saison de la mousson. Voilà, voilà. Et donc, Twin Peaks, depuis le week-end dernier, il y a des tweets assez mystérieux qui font leur apparition de sources un tout petit peu bizarres. Donc il y a un tweet du Hollywood Museum of Horror, en fait, qui a dit qu'il a entendu d'un des copains qui est au courant qu'il y a quelque chose autour du futur de Twin Peaks à venir, et que c'est en 2020 et que tout le monde va crier d'excitation. Et l'indice le plus probable, c'est donc un acteur secondaire qui a posté une photo de la série assez éloquente. Et c'est surtout Kyle MacLachlan lui-même qui a dit qu'il s'était mis à rêver de donuts dans une photo où il est plus ou moins habillé en héros de la série. Et je pense que le compositeur des musiques aussi a lâché un petit tweet comme ça, histoire de bien accompagner les copains. Alors, ce que l'on sait, pour sûr, c'est que depuis que la saison 4 est sortie, David Lynch a été extrêmement silencieux, donc ça fait quand même 2 ans. Avant que la saison 3 se fasse, enfin la saison 3 qui avait quand même été annoncée en 2015, mais entre 2012 et 2015 aussi, il y avait eu un gros silence radio de Lynch, sur 3 ou 4 ans en fait. Et là, pour l'instant, Showtime n'a rien commenté, mais est-ce que le silence va déboucher sur quelque chose? On ne sait pas. Moi, ce qu'on peut dire, c'est que la saison 3, Twin Peaks The Return, plus officiellement, avait quand même, je pense, une vraie conclusion. Donc, est-ce que ça veut dire que ça serait l'annonce d'une histoire qui soit totalement différente, qui soit une histoire qui se passe à Twin Peaks, mais je sais pas, donc une préquelle, une séquelle, ce genre de... Tout ça à la fois, étant donné que c'est une série qui joue beaucoup avec la temporalité, même beaucoup trop pour en devenir compréhensible. Donc il y a énormément de possibilités à le faire.
moi, personnellement, enfin, je voulais le dire, enfin, j'ai marqué sur le trailer What the fuck. La raison pour laquelle je dis What the fuck, c'est que je pense que comme la saison, comme The Return a une vraie conclusion et que en plus il y a un coffret intégral qui va sortir pour Noël, qui va quand même être assez fourni en bonus et que Oh oui. voilà. C'est surtout que je pense que commander un nouveau projet dans l'univers Twin Peaks, ça laisse pas le temps à David Lynch de s'attacher à d'autres projets. Ouais. Et personnellement, après la réussite de The Return, je voulais voir Lynch s'attacher à d'autres projets. Et c'est un tout petit peu ce qui me déçoit dans ce truc-là, c'est qu'on parle pas d'un jeune créateur série pimpant, on parle de quelqu'un qui a plus de 70 balais. Ouais. Donc voilà. Mais non, c'est beaucoup d'excitation. Ce sera peut-être juste un film. Pourquoi pas. Ouais, Mais, ou un livre, ou un voilà. livre à colorier peut-être. Ah ouais. Ah, Un livre pour colorier les bûches en fait. Mais est-ce que ça n'existe pas déjà? Parce que très franchement, vu qu'il est... Voilà, j'ai offert il y a quelques temps un livre de recettes de Twin Peaks qui est très bien d'ailleurs. Attends, j'ai tapé livre colorier Twin Peaks. Non. Alors, attendez, je me lance. Vous sur pouvez le également chat. jouer chez vous en fait, donc avec Google, Bing, en demandant à votre tante en fait s'il existe un livre à colorier Twin Peaks. Je l'ai trouvé. Il est trop efficace. T'as trouvé un livre de coloriage de Twin Peaks? Oui. Je crois que t'es passé par le dark web en fait. Non, même pas. Je suis sur Femme d'aujourd'hui et tu peux trouver. Oui, par contre, on t'entend très mal là d'un coup. Hein. Pardon. Ça va mieux là? Ouais, parce que Ok. c'est... Je suis sur femmedaujourd'hui.be, donc en plus c'est en Belgique et il y a un livre à colorier de Twin Peaks. Ok, bah voilà. Donc, tout existe en Twin Peaks. Tout. Absolument tout. Ok, très bien. Alors, je vais un peu échanger de place. Grand Hotel, qui est passé sous les radars de beaucoup de monde. Un soap de chez ABC. Une saison et tu dégages. Voilà. C'est dommage, ça va pas faire plaisir à Eva Longoria, que je crois qu'il produisait le truc, non? Oui, mais de toute façon, Ouais. tout ce qu'elle produit en ce moment, ça se casse la gueule. Elle va se casser la gueule. Elle va chercher ailleurs. Elle va faire autre chose. Auto-réalisatrice. Voilà. Elle va faire une série sur elle-même qui échoue sur ses séries. Alors, autre Moi, je chose. regarderai. C'est ça le pire, c'est que ça pourrait être intéressant. Vu comment Beverly Hills était pas mal foutu, pourquoi pas. Et donc, la dernière chose que l'on a retenue, c'est donc AMC qui a fait une commande de 2 séries. Une qui s'appelle, ça pourrait s'appeler en tout cas, Kevin Can Fuck Himself, qui en gros est une dramédie sur le point de vue d'une femme de sitcom. Voilà. Donc un peu, un peu une réponse au sitcom où c'est le mec qui est en avant-plan, en résumé. Donc c'est créé par Valerie Armstrong qui était derrière Lodge 49, 49 et SEAL Team, donc de grandes séries. Ben, c'est une des scénaristes, ouais, enfin, elle a écrit quelques épisodes. Voilà. Et niveau production exécutive, il y en a Rashida Jones et Will McCormack. Et le showrunner est Craig DiGregorio qui était derrière Shrill. Voilà, donc une belle bande, à part Rashida Jones, une belle bande de no-name quasiment. Si, enfin, Rashida Jones et Will McCormack, ce sont À les part. gens qui ont produit. Ils ont fait A to Z, ils ont produit Close, là, qui va se terminer d'ailleurs sur TNT. Voilà, c'est des gens grandes séries. d'un certain goût, oui, non, quand même d'un certain goût. Bon, A to Z, c'était honorable quand même, non? Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il n'était pas au bon endroit, au bon moment, et c'est tout. C'est clair. Sinon, c'était pas mauvais, loin de là. Et donc, l'autre série, c'est donc 61st Street, qui là, par contre, je suis en train de rechercher, c'est Peter Moffat, voilà, donc Criminal Justice, qui en fait nous fait une série qui se passe dans un Chicago où le système criminel est corrompu et un gars, un athlète noir d'une université va se retrouver dans
dans une sale affaire où, en gros, il y a très peu de chances qu'il puisse s'en sortir indemne, vu que rien n'est fait pour l'aider justement à s'en sortir, à prouver son innocence. C'est ce que j'ai lu. Ça, Et apparemment, une c'est histoire de produit par drogue. Michael B. Jordan qui, du Voilà. coup, va aussi produire une série Netflix. Et voilà. Qui arrive ce mois-ci d'ailleurs, Raising Dion. Ouais, Oui, ça a l'air voilà. d'être pas mal du tout, ça. Et Azerty, comme en son d'habitude, nous dit sur le chat, Dear White People est annulé. Voilà. Comme ça, on a une Non. news de plus. Elle est conclue, enfin, c'est dernière saison, c'est une annonce de dernière Oui, saison. mais c'est ça. C'est le truc, c'est que tout le monde utilise le mot est annulé, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des séries qui se terminent. Donc, Dear White People, voilà, va se conclure. Bah, c'est tant mieux parce que la dernière saison était pas ouf. Mais juste avant, tu disais non. Faut savoir Bah, un peu. Je voudrais avoir une fin, mais après la dernière saison était pas Ah, bah ouf. voilà, tu vas avoir une fin. Voilà, Enfin. je suis content. Bon, très bien. Alors, on va vous montrer qu'on est toujours content. On va passer aux recommandations, en tout cas aux nouveautés de cette saison. Alors, c'est vrai que la rentrée, c'est beaucoup de séries qui sont bif bof pam pam pam, voilà, hein, un peu plan-plan. On l'a déjà dit, donc on va se concentrer avant tout, vu qu'on essaie de rester dans des durées correctes sur ce qui a bien fonctionné sur nous. Et globalement, il y a des choses qui ont fonctionné même sur quasiment tout le monde ici, notamment une série qu'on garde pour la fin, hein, le petit Verters original. Je sais pas si c'est forcément quelque chose de gentil à dire ça pour une série, mais bon, bref. Oh, c'est très bon, le Werther's Original. Oui, ça se laisse sucer. Hein. Pas le petit vieux de la série, pas de la pub par contre. Oui, bien sûr, bien sûr. On avait compris. Alors, on va commencer par de la comédie avec Perfect Harmony. The Eye of the Tiger. Voilà. Donc, Perfect Harmony, on en avait déjà parlé dans la présentation des séries de cette rentrée. C'est une comédie un peu musicale. Hein, on va dire ça, un peu musicale, parce que ça se passe justement dans une chorale d'église. On retrouve là-bas donc en acteur principal Bradley Whitford, et ça fait plaisir. Qui joue donc le rôle du docteur Arthur Cochrane, qui était un prof à Princeton, qui est retourné dans une petite ville du Kentucky avec sa femme, voilà, pour apparemment la laisser mourir là-bas. C'est pas très cool. Donc il est assez déprimé. Il s'est fait virer avec perte et En frappe. plus, voilà, enfin, en gros, il a tout perdu et il se retrouve dans une petite ville qu'il ne connaît pas. Et il habite sur une péniche. Non, personne ? Ok. Non, mais on reste sans voix. Voilà. Et donc, en gros, il va pas bien. Son truc, c'est, voilà, j'ai envie de mourir. Voilà, forcément, c'est pas non plus le truc le plus joyeux. Et un déclic, il cherche un signe, quelque chose pour le faire avancer. Il demande à sa femme de lui montrer un signe pour qu'il puisse avancer. Et là, il entend... Ace of Base, en fait. Ouais, c'est presque ça, mais non. Il voit un signe. C'était Alléluia qu'il entend surtout. Très mal chanté. Et plein d'alcool et de médicaments, il va s'énerver sur ces gens-là. Et puis, petit à petit, on a un truc qui ressemble à... Sister Act qui rencontre Glee. Avec le Grinch. Ah ouais, tu nous le souvent là, Frédéric. Ah, mais c'est Tu nous nul. souvent là. Non, c'est vrai, là. C'est Non, tellement non. cheap, ça. On Non, est loin c'est- du compte là. Non, c'est... En Je veux gros... des paillettes, Frédéric. et des moulures au plafond. Voilà, en gros, c'est plutôt go on. Dans le genre de comédie chorale, justement, où il y a le gars qui a pas envie d'être là, mais qui, voilà, il va se sentir obligé de les aider. Puis ce petit groupe qui vit ensemble, et ça fonctionne très bien. En gros, la dynamique est très drôle. Bradley Whitford, il est juste génial. Avec ses cheveux blancs et sa barbe, là, on dirait un Père Noël, mais je sais pas, mais c'est le assez... père Fouettard. C'est plutôt le Père Fouettard. Ouais. Un Père Noël bourré, mais je le trouve classe, mais d'une classe, alors qu'il est
voilà, il était presque suicidaire quand même. Mais c'est une série qui va s'amuser du côté musical, faire aussi des mash-up improbables, faire un petit clin d'œil à Glee au passage, et parce que franchement, ça saute aux yeux les clins d'œil à Glee dans ce pilote. Un pilote qui ne perd pas de temps, limite va un peu vite par moment, mais on se sent directement bien avec les personnages et on a envie de les retrouver. Voilà, c'est l'effet que ça a fait sur moi. Et l'autre effet que ça a fait sur moi, c'est je t'aime tellement, mais comment tu vas te faire annuler dans quelques épisodes et on va rien comprendre. Ne dis pas ça. Je crois que tu mais c'est confonds pas avec tellement. Sunnyside, Frédéric. Oui, mais lui aussi, en fait. Lui aussi, c'est un peu la même chose. Et c'est la même chaîne, c'est NBC. C'est voilà, c'est deux séries de comédie qui fonctionnent sur le même truc, hein. Le groupe avec une personne qui rejoint un groupe pour les aider, hein. C'est assez similaire, sauf que Perfect Harmony fonctionne bien mieux que Sunnyside, qui est, lui par contre, ça dure 20 minutes, et j'ai l'impression que ça a duré 3 quarts d'heure. Il y a de bons moments, mais globalement c'est collection de clichés, et pourtant il y a Michael Schur derrière, un peu. Oui, très déçu. Mais, Non, mais là, il j'ai- s'est plus beau bonhomme. là, il s'est un peu perdu, je sais pas, je laisse encore un peu la chance, mais voilà, à choisir entre Perfect Harmony et Sunnyside, qui n'est pas, voilà, ça a la même construction, mais pas la même vision, parce que d'un côté, c'est pour parler des immigrants, de l'autre côté, c'est juste pour parler du vivre ensemble, sans partir sur le côté immigrant, mais plutôt religieux. Et voilà, je pars plus du côté de Perfect Harmony. Ah ouais, moi Non, mais carrément. je suis carrément du côté de Perfect Harmony. Moi, le problème, hein, enfin, je sais qu'on n'est pas parti pour parler de Sunnyside, mais le problème, c'est que les séries comme ça de Michael Schur qui réunit, enfin, je voyais un peu au générique de Sunnyside, tu avais Alison Jones, qui est une directrice de casting qui a réuni pas mal de gros ensembles de comédies. Donc, tu vois, les mecs mettent toutes leurs chances de leur côté. Et en fait, ce qui marche pas, c'est que tu n'en as que pour le personnage de Kal Penn. Ouais. Donc, et le problème, c'est que tu vois le pilote de Parks and Rec, il n'y en a pas que pour Leslie Knope. Tu vois le pilote de The Office, tu n'en as pas que pour Michael Scott. Même Ouais, si comme c'est- sur le, si comme c'est sur un le peu chat, collé- sur le chat, on parle de Community. Et oui, et Community aussi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais là, il y a que pour Kal Penn. C'est le show de Kal Penn, et puis derrière, c'est des personnages qui sont globalement transparents. Et ils sont clichés. mon Et qui Dieu, leur oh là servent, là. et qui limite Non, lui servent de faire valoir, quoi. Alors que, Oui. en fait, on t'explique pendant 15 minutes que le mec, il est au bout de sa vie et qu'en fait, il est totalement totalement dans le trou, en fait, parce que c'est un con et qu'il essaie de se racheter. Et en fait, on nous présente pas les personnages qui vont l'y aider, tandis que Perfect Harmony, si. Oui, alors que voilà, l'autre il est juste, voilà, il y a plein de trucs qui lui est tombé dessus, il est devenu aigri, c'est pas juste un con. C'est pas forcément un con, il se comporte comme un con par moment, mais c'est sa façon d'être. C'est le côté Grinch en fait. C'est pour ça que je parle du Grinch, c'est qu'en gros, pour moi, Bradley Whitford dans Perfect Harmony, c'est vraiment le Grinch et les autres, c'est les Who. Ouais, mais c'est aussi un Grinch en fait qui sait être chef d'orchestre en fait. C'est comme Simon Cowell dans American Idol en fait. C'est que il sait le potentiel des gens qu'il a devant lui. Et quelque part, c'est ce que Kal Penn n'a pas en fait. Kal Penn, il a plus besoin de l'aide des autres qu'on nous présente pas. Donc. Non, ou alors on nous présente rapidement par leurs clichés quoi. Ouais. C'est voilà, c'est les deux enfants d'un riche gars qui s'est barré, voilà. Puis il y a une femme qui a mis le boulot. Le gars qui vient d'Éthiopie et qui est conducteur de taxi, et pourtant là où il était chirurgien bien payé avec un jet ski, etc. C'est une collection de clichés sur collection de clichés, alors que c'est une série qui est là justement pour, à l'inverse, ce serait pour casser les clichés et faire en sorte de faire expliquer que voilà, l'immigration est l'essence même des États-Unis, et là non, ça passe pas quoi. Et le truc, c'est qu'il y a les deux scènes en fait avec sa sœur, qui est la seule personne qui l'accueille chez lui et tout. Et en fait, les 2-3 scènes où il fait chier sa sœur, en fait, t'as vraiment, t'as vraiment de l'empathie pour la sœur, quoi. Donc c'est pas terrible pour ce que ça montre de ton héros. Et c'est un tout petit peu bizarre que des mecs qui sont aussi chevronnés que Michael Schur n'aient pas compris que en fait le mec continuait à être un tout petit peu un connard avec ses proches, quoi. Ben oui. Dans le pilote. Donc. Non, il y a un truc qui va pas, et pourtant, je dis pas que je misais plus sur cela, parce que je misais rien du tout sur Sunnyside, dès le départ.
Et tout ce que j'avais vu dans le trailer, c'est confirmé en pire dans le pilote. Et j'espère juste que c'est une erreur de chemin et qu'on va avoir un petit virage assez rapide qui va nous montrer que ça va plus loin que ça. Mais c'est mal barré. Perfect Harmony, ça offre ce que ça proposait dans le trailer. Rien de plus, et c'est tant mieux. Même mieux. Mais en gros, tu voyais le trailer, tu savais sur quoi t'allais tomber, donc en gros, c'est le trailer, tu accroches, ok, ça marche. Si t'accrochais pas, il y a peu de chances que ça fonctionne sur toi. Et je le vois, hein, par exemple, Azerty sur le chat dit que lui, Perfect Harmony, c'est le pire des tout, machin, il n'aime vraiment pas. Il préfère limite voir Sunnyside, mais bon, moi je sais qu'avec Azerty, sur Twitter, on parle souvent, et il y a des choses où niveau comédie, et de toute façon, on sait que c'est comme ça, la comédie, c'est un genre clivant. Ce qu'on va détester, d'autres vont adorer, et inversement. Et tant mieux. Et on a quand même pas mal de choix, et ça, là-dessus, on peut dire que la rentrée fonctionne très bien pour ça. On a du choix. Et après, c'est à vous de voir. Nous, c'est, encore une fois, on vous le dit, c'est les avis de l'équipe. Parfois, on peut être complètement en désaccord. Mais là, pour Perfect Harmony, je pense que on est tous tout à fait sur la même longueur d'onde, et on espère que ça va fonctionner. D'autant plus que ici, excusez-moi, il y en a certains qui, niveau comédie, c'est pas trop leur truc, et encore moins les comédies musicales. Ouais, grave. Et pourtant, j'ai trop aimé. Voilà, donc, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, en tout cas pour le pilote? Peut-être que ça fonctionnera plus par après, hein. T'en auras peut-être marre. Non, mais là, dans mon cas, c'est surtout le fait que ce n'est pas vraiment une comédie musicale. C'est pas, Oui. c'est pas prédominant. Et C'est plus une série musicale. Et le personnage de Bradley Whitford, franchement, moi, c'est vraiment l'humour que j'apprécie. C'est un grognon, il est hyper cash et il a un humour très cynique. Et puis même, me plaît aussi. Voilà, les autres comédiens, je les connais pas tous, ou alors je les ai vus. Non, mais il y a Anna Camp, elle est trop bien, Anna Camp. Anna Camp, elle est très bien. C'est la mère célibataire qui est un peu en instance de divorce avec son gosse, tout ça. On sent qu'il y a un côté paternel avec le Dr Arthur Cochrane, donc Bradley Whitford, plutôt qu'un love interest, hein, clairement. Oh oui. Je pense qu'ils l'ont très vite montré, le côté... on pourrait être surpris, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais après, il y a d'autres personnages que j'ai vus dans d'autres séries en second rôle ou rapidement comme ça. Mais globalement, il n'y en a pas un qui dénote. Ils ont tous un truc, un peu... vous savez, les films qu'il y avait avant, genre les petits champions... je sais pas si vous avez vu ça avec le hockey. Hein, c'est vraiment les bras cassés, l'équipe de bras cassés, et puis il y a un gars qui est là qui voulait pas être là, et c'est un truc classique dans le scénario. Hein, l'équipe de bras cassés, le gars qui ne voulait pas être là, mais qui a quand même de quoi les réunir. Ça fonctionne sur un truc qu'on connaît déjà, mais encore une fois, c'est bien la preuve du casting, du rythme et du message que vont faire passer qui est très important. Parce que globalement, comme je disais, Perfect Harmony et Sunnyside, c'est un peu le même pitch de base. Sauf qu'il n'y a pas la musique d'un côté, elle est de l'autre. Mais globalement, c'est un peu la même structure de chaque côté. Voilà, ça c'est une chose. Nous, en tout cas, on vous conseille de regarder ou d'essayer Perfect Harmony. Sunnyside, le pilote ne fait pas son boulot du tout. Et ça donne pas forcément envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on va passer sur... Ça, on passera pour la suite. Ouais, parce que je vois un truc, mais c'est pas bien. On le dit quand même ou pas? Mais c'est pas bien. Hein, Florian et Elodie, mais c'est pas bien, on en parle quand même ou pas? Et si tu veux vraiment... Non, on continue sur d'autres choses alors, peut-être. Ouais, je sais pas, moi, Elodie est pas motivée, donc moi je suis pas motivé non plus. On fera les trucs, on fera les trucs qu'on n'a pas trop aimé vers la fin. Voilà, comme ça, ça évite le truc. Alors, The Unicorn, tout le monde l'a vu? Oui. Voilà, alors, pas vu. The Unicorn, comme je l'avais dit, moi, Walton Goggins, je le connais dans les comédies, je le vois souvent dans les trucs où il joue un fou, c'est dans son physique, c'est dans son truc, voilà. En tant que père veuf, qui recherche une femme dans une comédie romantique un peu à la Single Parents, j'y croyais pas. Et globalement, l'ensemble fonctionne bien.
Il y a j'ai pas utilisé Single Parents pour rien, c'est que j'ai retrouvé un rythme à la Single Parents dedans assez fort, alors qu'il n'y a pas autant d'enfants que dans Single Parents. C'est marrant, j'ai noté la même chose. Voilà, mais Single Parents est de retour et c'était vachement bien. Ça, voilà, mais bon, on en a déjà assez parlé la saison dernière. Et globalement, le pilote est super bien passé. Il y a des gags qui fonctionnaient vraiment bien. Il y a une dynamique de groupe qui est drôle, qui fonctionne. Et Walton Goggins est crédible. Il est crédible et il est même parfois émouvant. Drôle et émouvant. Donc franchement, je suis agréablement surpris. Donc Florian, toi tu l'as vu aussi? Oui, et pour moi, enfin, j'ai encore préféré ça. Enfin, j'ai encore préféré ça à Perfect Harmony, mais c'est parce que, honnêtement, avec un cast qui inclut Walton Goggins, Michaela Watkins et Rob Corddry, Oui. Il fallait vraiment que l'écriture soit vraiment pas au niveau pour que je continue pas la série. Ouais. Et alors, le truc qui est original, enfin, c'est pour ça moi j'ai été un peu plus convaincu que toi, parce que je pense, enfin, comme j'ai beaucoup de foi en talent de Walton Goggins, qu'il faut savoir est quand même un mec qui est habitué des rôles de composition, donc il passe de Shane de The Shield à Vice Principals et tout. C'est encore un une fois, acteur de composition pur sucre. Là-dessus, je dis pas, je sais très bien qu'il est assez malléable. C'est juste, je suis désolé, c'est physiquement. Il y avait un truc, il fait peur quand même parfois. Ouais, c'est ça. Mais le truc, pour moi, c'est toute la qualité de la série. C'est que. Ils ont en peut-être fait, cherché c'est vraiment quelqu'un de cliché. le professionnalisme non, mais c'est le professionnalisme des comédiens. C'est surtout que ce soit Rob Corddry ou Walton Goggins, en fait, ils sont castés à contre-emploi. On leur demande de faire littéralement quelque chose qui soit plus humain que ce qu'ils ont joué jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et ça fonctionne bien. Et ils s'en sortent, voilà, et ils s'en sortent avec les honneurs. Le seul truc, et c'est le seul truc qui n'a pas fonctionné sur moi, mais je pense que ça c'est de la faute de CBS, CBS Studio qui produit la série, je pense que c'est probablement eux qui ont imposé ça, c'est la petite musique sentimentaliste et tout, à la This Is Us par-dessus en fait ces scènes-là. Qui honnêtement, enfin, j'ai trouvé ça très omniprésent, et j'ai trouvé enfin que la série, les producteurs de la série essayaient d'en faire beaucoup, si tu veux, pour voilà quoi, pour gagner nos cœurs. Enfin, ils essaient vraiment de nous prendre au sentiment, alors qu'en fait ils ont tout pour. Donc la musique, je trouvais que ça en faisait beaucoup trop en fait. C'est vrai qu'il y a par moments le côté sentiment, le côté pathos était un peu trop poussé et trop mis en avant pour être au niveau du reste en fait. Ouais, et ça dénotait. En fait. Ils n'avaient pas besoin d'autant de petits trucs. Voilà, ça servait pas à grand chose. Et il faut juste espérer que dans le reste des épisodes, on aura quelque chose un peu qui permettra de faire oublier ça vraiment avec le reste qui est de très haute qualité effectivement. C'est de la très haute qualité parce qu'en plus ça parle de quelque chose, ça nous présente plutôt bien les personnages. Les enfants ne sont pas chiants, ce qui est très compliqué à faire dans un pilote de comédie. Ouais, c'est clair. Donc ouais. Mais non, franchement, The Unicorn, ça tient ses promesses quoi. Ça tient ses promesses, et moi globalement j'avais juste ce ressenti par rapport au physique, et finalement j'ai regardé l'épisode, ça m'a pas gêné plus que ça finalement, parce que ça me paraissait c'est à contre-courant encore une fois, mais ça me paraissait naturel. Je dis tiens, et j'étais content de voir pour une fois que c'était un mec qui était pas genre le beau gosse ténébreux habituel qu'on pourrait nous servir quoi. Voilà, il est comme il est pas parfait quoi. Donc non, franchement, The Unicorn, c'était quand même pas mal cool. On verra donc les épisodes suivants, encore une fois. On va essayer de vous tenir au courant de si on arrête une série ou pas, et de vous dire pourquoi on l'a arrêté, parce que ça arrive quand même assez fréquemment. On va peut-être passer directement à celui qui nous a plu à tous, et je vais laisser Elodie la présenter, si elle veut bien. On parle de Evil ? On parle de Evil. Ouais, d'accord. Moi, j'ai pas aimé, mais je peux en parler. T'as pas aimé ? Je vais me faire taper dessus. Non, mais c'est très bien.
Parce que je crois que globalement, on est 3 contre, contre une. Non, mais j'ai pas aimé, mais après, je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que moi j'ai Voilà, trouvé ça lourdingue, mais bon. présente déjà. Bref, Evil, en fait, c'est un nouveau drama de plus ou moins science-fiction, on va dire, qui a été créé par Michelle et Robert King, qui sont derrière The Good Wife, et c'est diffusé sur CBS. Et en fait, pour l'histoire, donc on suit la docteure Kristen Bouchard, qui est jouée par Katia Herbers. Elle est consultante et elle doit interroger un meurtrier pour savoir si oui ou non il est sain d'esprit, pour pouvoir témoigner au tribunal. Pour passer un peu tous les rebondissements, en fait, elle perd son emploi et on va avoir un certain David Dacosta, qui est joué par Mike Colter, qui lui propose de travailler pour lui. Et lui, son boulot, c'est, en fait, il travaille pour l'Église et il doit déterminer si les cas de possession ou de miracle sont vrais ou si c'est juste des phénomènes naturels et que les gens se sont un peu monté le bourrichon. Donc au début, elle est plutôt sceptique et puis finalement, elle va un peu s'ouvrir et va accepter de travailler avec lui. Et elle va retourner interroger le fameux meurtrier pour voir si il est possédé parce que on prétend que oui. Okay. Tu vas t'arrêter là, sinon ça va spoiler. Oui, voilà, non, je ne vais pas en dire plus, hein, mais ce que j'en ai pensé, c'est que, bon, voilà, ça reste un format assez classique. Franchement, j'étais hyper attirée par le trailer parce que c'est un sujet qui m'intéresse, que ça aurait pu être drôle, mais j'ai trouvé ça tellement, mais tellement... c'était forcé au chausse-pied, quoi. L'histoire, finalement, elle est pas si folle que ça. Enfin, ça reste assez classique. Et puis, je vais pas spoiler, mais il y a une histoire qui se rajoute en plus, avec une espèce de société secrète, machin. C'était trop, quoi, en fait. C'était complexifier une histoire parce que, genre, on n'est pas sûr que ça passe juste l'histoire de base, donc on va rajouter une petite couche de mystère en plus. Mais en fait, c'était très mal expliqué, je trouve. C'était pas très bien introduit, on sait pas trop de quoi ça parle et ça servait pas à grand-chose. Et après, j'ai trouvé les effets spéciaux un peu tout pété. Alors, c'était très drôle, hein. Moi, j'ai beaucoup ri devant l'épisode. Voilà. Mais en fait, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. C'est que, oui, voilà, ça va être un procédural, on va suivre un... Oui, ça n'est pas une série à effets spéciaux, Elodie. Donc... Oui, non, ça, clairement pas. Mais voilà, ça reste du procédural où chaque semaine, on va suivre un meurtrier. Ah là là, est-ce qu'il est possédé? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que... Voilà. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Donc oui, c'est du Scorpion, quoi, en gros. On passe un bon moment devant et puis ça va pas plus loin, quoi. Voilà. Je vois que justement Azerty... C'est sévère, hein, du Scorpion. Voilà. Alors que j'ai beaucoup aimé Scorpion, mais... Ah ouais. Alors Azerty te dit voilà, que tu n'es pas toute seule. Je trouve qu'il y a trop de temps sans peur. Alors, de notre côté, je pense que on est à 3 maintenant à avoir bien aimé, ou je me trompe? Je suis peut-être tout seul. Pilote préféré de la saison, hands down. Alors, non, le truc c'est que moi j'y n'entendais rien du tout, parce que, mis à part le nom de Robert et Michelle King, le reste c'était bof, les acteurs, Michael Corter, enfin l'autre là, ouais, il y a rien. Puis le côté un peu surnaturel, mais aussi un peu avec l'église, le côté sombre. Je dis bon, on verra bien. Et j'avoue que j'ai lancé l'épisode en me disant ok, je vais détester. C'est avéré que non. J'ai trouvé que l'ambiance était franchement cool. Il y avait de l'humour qui était bien placé, même dans les moments qui étaient censés faire peur. Et ça, je trouvais que c'était bien, parce que ça me permettait d'un peu désamorcer le côté plombant, un peu horreur, fantastique. Et ça m'a beaucoup plu. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être moins aimé. Oui, les blagues sur le pipi, on aime bien. Pas forcément, mais juste voilà. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà, ce qui se passe dans cette nuit-là, juste la façon dont c'est présenté, c'est joué. J'ai trouvé ça flippant, drôle, et justement, comme c'était drôle, c'était encore plus flippant, mais pas trop. Ah ouais, moi ça m'a fait l'effet vraiment inverse, en fait. C'est que j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai trouvé ça ridicule, en fait. Mais moi, ça m'a permis de désamorcer, parce que je suis une flippette. Et les trucs d'horreur, tout ça, je regarde, mais il y a des trucs, quand ça va trop loin, j'arrête, je peux pas. Là, ça permet de désamorcer, et ça permet de... voilà, que ça passe bien. Et je trouvais que ça passait vraiment bien, ce côté-là. C'était un peu...
Je m'y attendais pas et ça passait vraiment bien. Puis globalement, les comédiens, ça marche, mais c'est pas eux qui font la série. C'est pas eux qui font la série. C'est vraiment le côté de l'ambiance et l'espèce de petite, la petite enquête qu'ils vont avoir, j'espère, que ce sera des enquêtes assez intéressantes chaque semaine. Mais globalement, ouais, pour l'instant, les acteurs sont pas mauvais, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai accroché au pilote. C'est vraiment le côté de l'ambiance et la proposition que ça faisait d'une série fantastico-polar. Voilà. Donc, Mathieu, toi, tu en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'en attendais beaucoup. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sombre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'humour, mais ça m'a bien plu quand même. Mhm. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est l'atmosphère et qu'on sait jamais sur quel pied danser pendant l'enquête. On sait pas s'il est possédé, s'il ment. Enfin, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai. Je trouve que le pilote fait bien son travail pour présenter les personnages et quand même présenter à quoi va ressembler la série. On sait qu'on va être dans un procédural, mais les moments entre enquête et vie personnelle aussi, ça s'enchaîne bien, on s'ennuie pas. Il y a Ben de Lost, Michael Emerson, qui est là 30 secondes, mais il est là. Donc ça donne aussi envie de voir la suite. Je ne te dis pas qui c'est qui jouera parce que c'est un petit peu un spoiler, mais Mhm. ça donne envie de voir la suite. Ouais, Et d'ailleurs, on Et- ne comprend pas qui il joue. Oui, C'est bien ça le problème. mais il est là, Et puis, oui, comme tu disais, j'aimais bien aussi qu'il y ait un peu d'humour, mais que ça soit quand même assez dérangeant, presque malsain. On n'est pas au niveau d'American Horror Story, Asylum, voilà, ou Murder c'est House, un sûr truc qu'ici, comme ça. encore une fois, je reviens sur le chat. Et voilà, les artistes s'attendaient à flipper autant que devant Marianne. Ah ben non. Ben non, on est Ah, sur mais C- non, on est non, sur non, mais CBS. On est sur CBS faut aussi. en revoir plus. ses attentes à la baisse, les gens. Hein. Et puis surtout, on est sur On est CBS. sur le broadcast, dites-donc. Moi, je trouve que pour une série de network, ils sont allés assez loin. Oui. Franchement, je m'attendais à pire que ça soit juste le montage du trailer, mais franchement, il y a des moments, j'étais vraiment dans l'intrigue à fond. Et la photographie est très. Et je la trouvais Parmi les franchement ressorties. vraiment bien. Mm. Niveau photographie, je trouvais ça vraiment. Tout était. J'étais étonné que ce soit un truc de chez CBS d'ailleurs. Et puis même, enfin, il y a un petit côté what the fuck qui colle bien avec la série. Ouais. Il y a des moments où on n'y croit pas, on se dit mais non, c'est pas possible, mais du coup, c'est un peu comme, pas à ce niveau-là, mais c'est un peu comme 911. On se dit non, c'est pas possible, mais du coup, on se dit bon, allez, c'est bon, et on est embarqué dans l'histoire. Très franchement, moi j'espère qu'il y aura par moment un côté brain dead. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une série des mêmes créateurs qui n'a pas eu la chance qu'elle aurait dû avoir, mais j'espère qu'il y aura un petit peu de ça, quoi. Et si je peux rajouter un tout petit dernier truc sur Evil, c'est que j'aime pas du tout les procéduraux. Ouais. Et, mais après, genre, j'ai beaucoup aimé The Good Wife quand même, avait un format procédural. Si ça se tourne dans cette direction-là, où il y a quand même un gros fil conducteur, ça me va. Mais j'aimerais pas que ça devienne un procédural bateau. C'est ça, c'est le genre de choses qui peut très vite s'essouffler. Florian, toi de ton côté, ton avis, qu'est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Mais j'ai trouvé ça génial et vous avez tous tort. Voilà, hop, Drop the on va mic. laisser poser. Voilà. Bah, Non, mais Mais oui, c'était très bien. ouais, non, moi je suis beaucoup plus, chaud pour ce qu'a montré le pilote parce que, du coup, moi, déjà ce que je trouve génial, c'est que la série met de son côté à la fois les gens entre guillemets qui sont, soit qui sont croyants, soit qui croient en fait à un système de bien Ouais. et de mal qui est religieux. Ça, j'aime bien, il n'y a pas de Soit parti les gens qui pris. sont athées ou totalement agnostiques en fait. Ouais, Donc, ouais. déjà, et surtout, c'est une série qui, c'est une série qui quelque part pourrait être beaucoup plus cérébrale qu'elle ne l'est vraiment. Là, quelque Ouais. part, tu as une enquête CBS, c'est plan-plan, on te montre Katia Herbers avec ses 4 filles et le fait qu'en fait, elle contrebalance un tout petit peu son job qui est quand même lourd parce que voilà, elle passe ses journées à témoigner ou à être une consultante pour la défense, pour les avocats ou les procureurs et tout, c'est quand même super lourd. Et quelque part, moi, je vais vous dire un truc, ça m'a beaucoup rappelé une série qui a fini sur CBS et qui était produite par CBS d'ailleurs, qui est Medium.
Et Ouais. Medium, en fait, moi, ça a fait tilt une fois que j'ai vu Katia Herbers être, on va dire, protégée par enfin, plus ou moins être protégée par sa famille, alors qu'elle vient on va dire, de subir une attaque démoniaque, si on choisit d'ailleurs de penser que c'est le cas. Mais moi, ce qui se fait déjà, c'est une série déjà qui sait ce qu'elle est, précisément ce qu'elle est, et c'est pour ça que le fait que ça ne soit pas une série qui joue sur les jumpscares ou qui ne va pas qui va être dans une atmosphère malaisante, mais sans vouloir absolument faire des monstres à la X-Files ou faire des monstres comme dans Supernatural. Pour moi, c'est un positif parce que Robert et Michel King qui ont coécrit et donc Robert King qui réalise le pilote nous signifie exactement ce que la série va essayer d'explorer. Et c'est ça, donc c'est une série qui a un sujet, qui a des thèmes qui a aussi des personnages, mais au moins on sait ce que là, on finit de regarder le pilote, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ça qui est génial, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait exactement ce que la série Le pilote fonctionne vraiment bien. veut dire. Le pilote fait le boulot mais à 100%, quoi. Ça, c'est clair, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça change. Ouais. Et puis même, enfin, je trouve aussi que pour une série de network, c'est au moins un pitch, parce que quelque part, ça pourrait être une blague, quoi. C'est genre une psychologue, un prêtre entre dans un bar et t'as un démon, il y en a un qui y croit, l'autre qui y croit pas, qui reste, quoi. Enfin, ça pourrait être limite être une blague à Toto, quoi. Tu vois, donc. Non, Ça a peut-être commencé comme ça d'abord. La blague, c'est un zoophile qui rentre dans un bar. Oui, c'est ça. Voilà. Mais après, ils ont fait une série. Voilà, qui s'appelle Zoo, qui est annulé. Et hop, et zou, dégage. Non, c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est vraiment, c'est très vrai. Et c'est ça aussi qui fait que ça m'a plu, c'est que elle propose quelque chose qui, même si on a l'impression qu'elle se prend pas au sérieux, c'est juste qu'elle sait très bien où elle va, même dans ces moments d'humour ou de légèreté. Le côté, le frigo rempli de margarita, attends, mais... En canette. En canette. C'est horrible. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ça te dit tellement sur le personnage, mais en une canette, j'ai dit, putain, mais c'est juste génial. Bref, voilà. Evil, bon bah voilà, ça n'a pas fonctionné sur Elodie, ça a fonctionné sur 3, 3 sur 4, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un bon ratio, Kane. Alors, par contre... Le petit rire. C'est parfait. Alors, en parlant de trucs evil, de trucs qui font peur, tout ça, il y a autre chose qui est arrivé comme ça, mais qui n'est pas sur les networks. Mais malgré tout, c'est arrivé maintenant. Ça s'appelle le show de la crêpe. Presque, Creep Show. Je suis la seule à l'avoir regardé de nous, là. Oui, mais ça fait pas envie. Je l'ai pas encore lancé. Ok, moi j'espère que je vais vous donner envie parce que c'était vraiment vas-y. très bien. Donne-nous envie. Donc Creep Show en fait c'est un reboot on peut dire des contes de la crypte, enfin selon son nom français et québécois, qui a été diffusé chez nous sur je sais même pas quelle chaîne, mais dans les années 80. M6. Ah voilà, merci, sur M6. Donc Le jeudi soir. pour ceux qui ont une jeunesse, vous avez À forcément regardé. 22h40. Ah bah j'étais pas née. Oh là là. Donc quand vous étiez Alors, jeune, attends, les années stop. 80, oui. L'excuse de j'étais pas né, ça ne marche plus. On n'en veut plus. On l'a eu pendant des saisons avec Romain. On ne veut plus de ça. Mais c'est mon gag récurrent. Non. Oui, mais maintenant il existe Internet, tu peux rattraper des choses. Voilà. Mais il y a le temps qui fait toujours 24 heures. Ils ont pas pensé à le rallonger quand ils ont inventé Internet. C'est vrai. Ah. C'est le temps qui court. court. Donc, si vous avez été jeune dans les années 90, vous avez soit regardé les contes de la crypte, soit Chair de poule, soit les deux. C'est plus ou moins la même chose, hein. C'est juste l'emballage qui change un peu. Et donc là, on a une nouvelle itération de C'est pas les contes de la poule. Creep Désolé. Vas-y, continue, désolé. Et cette fois-ci, en fait, c'est diffusé sur Shudder. Et Shudder, en fait, c'est pas très connu par chez nous. Non. C'est en fait un service de streaming qui est dispo que aux États-Unis. Enfin, en tout cas, on l'a pas chez nous. Tout à fait. Et qui est spécialisé dans tout ce qui est horreur et science-fiction. Et donc, en fait, là, ça reprend plus ou moins la même formule que l'ancien. En fait, Creepshow, c'est comme si on rentrait dans un comic book.
Et c'est un épisode qui dure à peu près 50 minutes, mais en fait, il y a 2 histoires à l'intérieur. À l'origine, en fait, Creepshow était présenté par un espèce de monstre squelette très drôle. Et en fait, il présentait l'histoire. C'était un peu le narrateur. Sauf que là, dans cette nouvelle itération, en fait, il n'y a plus de présentateur. Il est toujours là, mais en fait, il parle pas. Il est juste là pour le générique et il ouvre le livre, quoi, en gros. Et ça, c'est le seul truc qui me manque un petit peu parce qu'il est vraiment drôle. Alors, c'était un humour très beau, hein, mais moi, ça me faisait rire quand j'étais gosse. Voilà. Et sinon, donc, du coup, on rentre directement dans l'histoire qui est mise en scène un peu comme un comics, du coup, et après, on rentre dans la version live action. Donc, dans ce premier épisode, donc il y a bien 2 histoires. La première, en fait, on est en plein ouragan aux États-Unis, dans une petite ville. Et il y a un jeune garçon qui va rentrer dans l'épicerie de la petite ville pour acheter des binous pour son daron. Sauf qu'il veut pas retourner chez lui, il est effrayé. Mais effrayé de quoi, me direz-vous? Eh ben, en fait, il a peur de son père qui s'est un petit peu transformé, on va dire. J'en dirai pas plus, faut le voir. Et la seconde histoire, elle est un peu plus originale. On est dans une famille de banlieue chic où on a la petite fille qui joue avec une maison de poupée. Franchement, la maison de poupée, j'aurais rêvé d'en avoir une comme ça, elle est super cool. Sauf qu'en fait, ces poupées à l'intérieur, elles bougent et elles sont hantées par une tête coupée qui va les décimer un par un. Et en fait, la famille, elle se doute de rien. La petite fille, en fait, elle suit l'histoire à travers sa maison de poupée et elle essaye d'intervenir dans l'histoire de sa petite maison avec des nouveaux personnages pour essayer de régler le problème. Et c'est à la fois hyper mignon, théoriquement, mais sinon, c'est hyper gore. Et voilà, en fait, Creepshow, c'est un hommage au film de genre. En fait, ça propose exactement ce que ça proposait à l'époque. Hein. C'est des effets physique plutôt que numérique, c'est gluant, c'est dégueulasse, c'est gore, c'est très drôle. En gros, c'est de la série B, hein, mais c'est très bien foutu. Alors, effectivement, ça va pas plaire à tout le monde. C'est vraiment une série de niche. Hein. Ça va plaire à ceux qui aiment les séries B, les films de genre, les monstres pas beaux, ceux qui ont la passion pour les nanars et les films de Carpenter de la belle époque. Mais après, ça se regarde très facilement si on aime ce genre, parce que c'est 2 histoires qui font du coup à peu près 30 minutes chacune. La mise en scène est marrante parce que du coup, on a cette présentation, même s'il parle plus, on a la présentation par le monstre du début. Au milieu, on a les publicités du comics, mais comme dans les vrais comics, quoi, c'est genre achetez votre masque de monstre. Et pareil, on tourne les pages, enfin, c'est marrant. Alors, effectivement, c'est plus du tout la série pour enfants comme on avait avant. Là, c'est un peu plus dégueulasse, on va dire. C'est ce qu'ils avaient prévu au départ, c'est de vraiment pousser les potards à fond, quoi. Oui, voilà. Après, c'est plus dans le visuel. Sinon, dans la narration, c'est pas non plus... voilà. Mais c'est pas hyper original, mais c'est vraiment un bel hommage au genre et ça se regarde très, très bien. Mais du coup, c'est pas pour les enfants. Non, on va éviter. Et il y a la présence de quelqu'un que les fans de série connaissent bien, qui est Greg Nicotero. Et Greg Nicotero qui a énormément bossé sur quasiment toutes les saisons de Walking Dead à ce jour, et surtout qui a fait ses armes en tant que maquilleur d'effets spéciaux très demandé au sein du studio KNB. Et donc c'est avec ça qu'il a pu faire énormément de maquillage d'effets spéciaux super gore. Donc c'est devenu un spécialiste de la barbaque. Donc c'est pas très très étonnant que le gore soit aussi présent. Et ce qui est très bien fait, c'est que il y a un bel équilibre dans l'épisode. Alors je sais pas si ça va être pareil dans la suite, mais autant le premier épisode, c'est vraiment l'épisode classique si on a déjà regardé un film de genre avec des monstres dégueulasses, il y a rien de plus à proposer, c'est exactement ça. La deuxième histoire, on n'est pas dans ce style-là, c'est pas The Thing, quoi, mais c'est un peu plus recherché dans la narration. Par contre, c'est beaucoup moins visuel. Mais du coup, il y a un bel équilibre entre les deux. Et du coup, ça s'ouvre à un public plus grand que juste le public de passionnés de La Mouche, par exemple. D'accord. Et justement, ce qui me surprend, c'est que, je sais pas si tu te souviens, en fin de saison 4, j'avais parlé d'une série comme ça, dans le même genre, qui s'appelait Misfits and Monsters. Est-ce que tu as regardé ça ou pas ? Non, j'ai pas regardé. C'est étonnant, parce que franchement, si t'aimes ce genre de série-là, le côté un peu, pas anthologie, mais presque, bizarre, un peu horreur, mais pas que, et film de genre,
Déjà, donc, t'as Misfits and Monsters qui fait 8 épisodes et qui est vachement cool, et Bedtime Stories qui est un peu plus vieux, qui était sur Adult Swim, avec Tim et Eric, comment il s'appelle encore Eric, on le voyait dans Masters of None. Oui. C'est Tim et Eric en fait, tout simplement. Voilà, c'est Tim et Eric, c'est un duo de comédiens qui ont fait pas mal de choses, et donc ils avaient un truc qui s'appelait Bedtime Stories, et c'était le côté des histoires d'horreur pour rire. Et c'est très très cool, on peut voir des extraits sur YouTube, je vous conseille d'aller regarder ça. Parce que oui, j'ai pas dit, mais Creepshows, en fait, c'est très très drôle. Hein. C'est du second degré du début jusqu'à la fin, mais on se voit là. Voilà, mais c'est du gore rigolo. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit ça, moi j'ai pensé directement, déjà rien qu'au premier épisode de Misfits and Monsters avec Seth Green, et ce personnage de dessin animé qui le hante, c'est assez génial. Ben voilà, je pense qu'on a... Dans les séries qu'on a aimées, en tout cas, il y avait ça. Parce qu'après, voilà... on va juste vous les citer et on n'en dira pas forcément beaucoup plus, mais ça, les pilotes n'ont pas fonctionné sur nous. On va faire ça de façon nécrologie. Ils vont nous quitter cette année. Ils vont nous quitter dès leur pilote, ou presque. Bluff City Law. Ciao. C'est chiant. Voilà. Hein, c'est pas bien, comme c'est écrit sur... C'est ça. C'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Sunnyside, on en a parlé. Emergence, c'est du réchauffé de chez réchauffé et réchauffé. All Rise. J'ai vu l'épisode 2, c'est pire. Ah, bon, ben voilà. Aïe, aïe, aïe. All Rise est juste correct. Oh, puis c'est très con, hein, faut le dire. Hein. C'est Ah oui, quelqu'un qui est rentré dans un tribunal. Hein. Enfin, après, moi, j'ai bien aimé, mais c'était très très con. Bah, C'est parce que j'étais dans le bus et il y avait une mamie qui m'énervait à côté, du coup j'ai regardé All Rise et ça passait bien. Vous savez, on peut aimer les choses qui sont cons, regardez, il y a bien des gens qui nous écoutent. Oui, c'est clair, non mais là il y a aucune crédibilité dans le truc. Non, c'est vrai. Et donc il y avait aussi Carol Second Act qui, moi, c'est un pincement au cœur parce que pour Patricia Highton. Parce que Patricia Highton, moi, voilà, je l'ai quasiment suivi dans tous ses rôles depuis Tout le monde aime Raymond. Hein, voilà. Il y a eu The Middle pendant quand même 7 saisons dernièrement, et ici elle revient dans un... C'était pas 9 même, ils ont fait 9 ans. 9, oui, 9 saisons. 8 ans ou 9 ans, ouais. Ouais, je pense que c'est 9. 8 De toute façon, voilà, quand même pendant une bonne partie de ma vie sériephile. Et là, on nous propose certains l'ont renommé comme étant un nouveau Scrubs. Non. Oh, non. Pas du tout, c'est des rires enregistrés qui font mal et qui font chier. J'ai bien aimé le rôle de Kyle MacLachlan, parce que pour une fois qu'on le voit dans un truc rigolo comme ça fait toujours plaisir. Il sert à rien. Il sert à rien, mais c'est le petit vieux sympa. Bah oui, mais moi ça me faisait mal au cœur de le voir là. Voilà. On a mis Ashley Tisdale pour dire. Et on a des gags qui soit tombent bien, mais les rires ne sont pas là, soit tombent à plat et les rires arrivent décalés. Il y a un truc qui va pas. Dans le pilote, je suis désolé, je sais que ça va pas plaire, mais le pilote, ça ne va pas. Peut-être que ça ira mieux par la suite, mais même Dr. Ken, qui a fini comme ça a fini, dès le pilote, il y avait une construction. Hein, vous savez, même une série qui est pas extraordinaire, qui va pas révolutionner la sitcom, c'est une question de construction aussi. C'est ça qui fait que ça fonctionne ou qu'on prend ou pas. Hein, il y a plein de sitcoms que j'aime beaucoup qui, niveau construction, enfin niveau thème, ça change pas grand-chose, mais il y a un rythme, il y a une construction, il y a les bons mots, les bonnes blagues au bon moment et la connivence entre les acteurs. Et là, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien du tout. On a juste... on est autant perdu que Carole au milieu des jeunes. Et j'espère qu'ils vont trouver un rythme assez vite. Parce que bon, moi, c'est le genre de choses que j'ai pas le temps. Je suis désolé, ça va passer mais je pense que le public américain non plus. Parce qu'enfin, c'est le genre de truc. CBS l'envoie quand même au casse-pipe le jeudi soir à la rentrée, en tête de proue, avec tout le reste, etc. C'est quand même... c'est quand même mal barré, quoi. Si déjà les débuts ont pas l'air d'être super finalisés, je crois que voilà, CBS étant CBS, ça va pas pardonner, quoi. Mais le truc, c'est que ça fait série qui a une bonne idée de base, mais qui globalement ils l'ont fait à la va-vite. Ou je sais pas, il y a un truc qui
qui est un peu off quoi là-dedans, ça va pas, en fait Carol Second Act, c'est le caddie au magasin qui a une roue qui pète. C'est ça en fait, au début tu dis ça, oh c'est une bonne idée, puis après t'es en train de te faire tout le magasin avec un truc qui coince quoi. Oh, cette comparaison. Non mais je suis désolé, ça m'énerve parce que je me suis dit, j'ai rien contre les sitcoms dans ce genre-là, vous savez, les sitcoms où on voit que c'est un décor, où les lumières, les gens ils sont aveugles en train de jouer en dessous. Et puis bon, voilà, il y a Lucas Neff que j'aimais beaucoup dans Raising Hope. Et puis il y a d'autres acteurs que je connaissais pas, donc je suis là pour apprendre un peu à les connaître. Mais je suis désolé, mais ça va pas. Et puis alors, niveau médical, à côté, Bob Hertz Abishola est bien mieux. Hein. Faut pas, voilà. Oh non, faut pas pousser. Hein. Oh si, quand même. Attends. Ah non, Voilà. Carole, comparé à Bob, Carole est au-dessus quand même. Non. Ah si. Ah Bob, c'est... Ah, j'ai souffert. Hein. Ah oui. Oula. Là aussi, il a souffert. Qui est mort. Je sais pas, mais il Je a crois que souffert. c'est le chariot qui revient se venger, là, le chariot à 3 roues. C'est Shoratoro qui revient, là, tu sais, on est On dans fait un des épisode... bruitages maintenant. Non, voilà. En tout cas, moi, pour le pilote, je suis désolé, j'aurais bien aimé, parce que il y a des personnages, tu sens qu'ils peuvent être sympathiques, mais s'ils sont bien mis en scène, si c'est bien écrit, si c'est bien rythmé. Et là, il n'y avait rien de tout ça dans le pilote. Et je trouve que c'est un gâchis sur ce point-là, en fait. C'est qu'il y a un potentiel, mais ils en font rien. Moi, je laisserai 1 ou 2 épisodes de plus avant de me décider. Ben, Ouais, moi, bah voilà. c'est l'impression que j'ai eue sur un autre pilote que du coup j'ai vu. Je pense pas que les autres. Je pense pas que vous l'ayez vu, mais je le cite quand même. Ouais. C'est Bless the Hearts en fait, qui est la comédie de Fox en fait avec la voix de Kristen Wiig. Ah si, je l'ai regardé. Si, C'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. mauvais. Mais il y avait Maya Rudolph pourtant dedans, c'est ça? Eh ben, non, il y a un très bon cast, hein, mais c'est mauvais. Il y a plein de vannes qui durent beaucoup trop longtemps et surtout ça lorgne énormément du côté de King of the Hill et du coup ça fait que c'est Ça dans subit cette la... sitcom de l'América, tandis que King of the Hill, j'avais pas l'impression que ça prenait ses téléspectateurs autant par les sentiments, tandis que Bless the Hearts, tu sens que c'est fait par des gens qui ont quand même une espèce de distance avec les personnages qu'ils mettent en scène, quoi. Donc, je sais pas. Ouais. Et puis King of the Hill, au moins, ça proposait quelque chose d'un peu critique sur la société, que là, c'est juste, ah là là, c'est des rednecks, regardez, on va se foutre de leur gueule. Ouais. Et en fait, voilà, pour revenir à Carol Second Act, et beaucoup d'autres pilotes, en fait, de cette rentrée, il y a souvent la phrase qui revient c'était dans Ace Ventura, le premier film, c'est voilà, il y a encore un bon moteur, mais il n'y a plus personne au volant, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est parce que je le lis, je sais bien que voilà, j'ai dit ça et ça a dû faire mal à Azerty qui lui a beaucoup aimé Carol Second Act et il y a des choses à aimer, hein. C'est ça c'est ça son problème, c'est que je vois bien ce que tu as aimé, je vois bien que tu as envie de t'attacher à Carol. Moi je l'ai dit, voilà, au docteur qui est joué par Cal McLachlan. C'est ça, j'ai envie de m'accrocher à tous ces personnages-là, mais à aucun moment la série m'a dit je vais t'accompagner là-dedans, je vais te montrer qu'il y a une cohésion. C'était une série de petits sketchs les uns après les autres. Et moi, en fait, voilà, c'est sans doute parce que j'en ai vu beaucoup trop des sitcoms que je me dis non, je peux pas, surtout avec le peu de temps que j'ai pour regarder des séries, vu tout ce qu'il y a un moment donné, les trucs ça va pas. Mais encore une fois, si derrière niveau réalisation et mise en scène, il y a dès le deuxième épisode, il y a un déclic et il y a un rythme, ça peut être très très drôle. Parce qu'il y a des moments qui sont très drôles, mais qui tombent à plat. Et je pense que c'est pas les acteurs ni forcément l'écriture. Je pense qu'il y a un problème dans la réalisation ou dans le montage ou dans la mise en scène de ce pilote. Et parfois, on est surpris entre le pilote et le second épisode, parce que parfois, le pilote, il est tourné, genre, je sais pas combien de mois avant, et depuis, il y a eu pas mal de changements. Eh ben, c'est le même avis sur Emergence, dans un genre totalement ouais, sauf que là, différent. tu m'as dit que l'épisode 2, ça n'allait pas non plus, donc... Et voilà, c'est ça. Et j'ai vu l'épisode 2. L'épisode 1, je m'étais dit, la dernière scène dit, ah, ça va peut-être être bien.
Et puis en fait non, parce que la dernière scène de l'épisode 1 est pas du tout utilisée dans l'épisode 2. C'est comme si elle n'existait pas en fait. Les personnages n'ont pas évolué entre les deux épisodes. Et ça donne vraiment pas envie de continuer, donc Emergence nope, non plus. Voilà. En tout cas, c'est encore une fois, c'est notre avis sur pas mal de choses. Je pense qu'on a, voilà, on n'a pas parlé de Stamptown parce que j'attends un petit peu, parce que je sais pas où me placer vraiment. J'aime bien aimer le côté badass, mais je sais pas. Je sais plus vraiment en fait. En laissant reposer le truc Stamptown, je sais plus. D'autant plus que depuis j'ai vu pas mal de choses et que faudrait vraiment que je vois plus d'épisodes pour que ça fonctionne. Et sinon je suis très content. Il y a It's Always Sunny in Philadelphia qui est revenu. Qui d'ailleurs l'épisode il est là demain. 14 saisons. Et 14 saisons de rire non-stop. Et l'épisode l'épisode 1 il est juste dingue. Donc je sais pas comment ils font. Voilà, je suis quasiment tout seul ici à regarder cette série. Malheureusement, tu n'es pas le seul, c'est juste que j'ai 5 saisons de retard. Oui, Voilà. mais c'est ça, mais je veux dire que voilà, je suis le seul à être à jour, je pense, ici, parce que je sais que tu la regardes, mais très franchement, une comédie qui en 14 saisons bon c'est 10 épisodes, mais malgré tout, arrive à être aussi inventive, drôle, sans perdre de fraîcheur, j'en connais pas beaucoup. Et bizarrement, celle-là, on n'en parle pas. Je vais être obligé de faire un C'est rigolo là-dessus pour pouvoir me relancer sur C'est rigolo. Ouais. Enfin, je signale d'ailleurs qu'elle est dispo en DVD ni en France ni en Benelux. Elle n'est pas diffusée ni en France. Je crois que le Benelux non plus. Il y a quelqu'un qui a lâché l'affaire niveau diffusion, quelque chose de grave. Et même au niveau d'Angleterre, il n'y a pas de DVD qui sont édités. C'est quand hors États-Unis, c'est quand même assez dur de voir la série, quoi. Ouais, non, voilà, exactement. Il y avait, je crois, la saison 1 et 2 qui étaient sortis en... Exactement, parce que la saison 2, 1 et 2, c'est les seuls à avoir été diffusés sur Canal+. Peut-être les seuls à avoir été doublés, même si je suis pas trop au courant. Et par contre, là, le truc un des projets que j'attends avec le plus de curiosité, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça va pas rester dans un placard, c'est la comédie de Rob McElhenney et Charlie Day, qui sont deux des trois têtes pensantes de It's Always Sunny, qui vont faire pour Apple TV Plus et sur des développeurs de jeux vidéo. Oui, oui. Et apparemment, ça a l'air d'être tourné et bouclé et prêt à partir. Et je ne sais pas, vu tout ce que l'on sait de Apple TV Plus, un tout petit peu si leur ton à eux va se retrouver dans Apple TV Plus, parce que c'est quand même ils sont quand même très très axés comédie famille, et voilà, Rob McElhenney, Charlie Day, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ah non, c'est clairement autre chose. Mais après, bon, vu que c'est sur Apple TV, j'ai un peu moins peur que si c'était sur Disney. Ah oui, non, sur Disney, ça je l'aurais jamais pris. Mais je suis quand même super surpris que... Ouais. Enfin, je sais pas exactement quel genre de vanne ils vont faire, parce que sur le papier, ça ressemble beaucoup à Silicon Valley 2.0. Donc, ouais, mais je sais pas comment ils vont se positionner par rapport à ça, quoi. Je sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que les deux comédiens s'y connaissent vraiment dans ce milieu-là. Il y en a qui ont produit certains jeux. Il y a Rob McElhenney qui, lui, va réaliser Minecraft le film. Voilà. Donc il y a aussi, il y a pas mal de choses quand on regarde un peu dessus, ça fait partie de leur vie. Et puis très franchement, si c'est aussi décapant que It's Always Sunny in Philadelphia, mais dans le monde des jeux vidéo, mais je vais péter un câble. Je vais péter un câble tout simplement. Voilà, c'est le genre de personnes dont je suis fan du boulot, mais de A à Z, et qui se permettent absolument tout dans leur série. Le final de la saison 13, il était beau et émouvant dans un truc qu'on s'y attendait pas du tout. Alors que c'est une série qui, globalement, joue beaucoup sur des blagues dégueulasses, limites, et ouais, une de leurs meilleures blagues, c'est quand même Frank qui sort complètement à poil d'un canapé en cuir
tout luisant, et juste parce qu'il voulait faire une blague à quelqu'un qui allait s'asseoir sur le fauteuil en cuir, quoi. Mais bon, c'est des choses à... C'est une série, c'est vrai, je pense que c'est difficile à marketer, en fait. Et c'est pour ça ça marche pas ailleurs qu'aux États-Unis. Et encore aux États-Unis, je pense qu'il y a que sur FXX où ça pouvait marcher. Donc voilà, It's Always Sunny in Philadelphia, si vous connaissez pas. Jetez-y un œil parce que même maintenant la saison 1 n'a pas trop vieilli. Vraiment. Ouais, je l'ai rematé. Enfin, je l'avais pas maté. Enfin, j'avais maté la saison 1. Elle était sortie en 2005 et j'ai commencé à la mater en 2008. Et en fait, j'ai hurlé de rire. En fait, je l'avais découvert vraiment. Enfin, j'avais vu les 4 ou 5 premiers épisodes à la suite. Et bizarrement, en fait, je l'avais remise dans un coin. Et j'ai pas repris la série avant, genre l'année dernière. Mais ouais, enfin, le truc, enfin, la qualité est quand même, enfin, la qualité est quand même assez hallucinante d'épisode en épisode, quoi. Oui, non, mais et ça ne baisse pas, franchement. Et si je peux me permettre, c'est aussi un des meilleurs génériques de série de comédie ever. C'est la petite mélopée au violon, etc. C'est assez addictif, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en 14 saisons, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je pense qu'éventuellement, ils vont peut-être retourner pour mettre à jour parce qu'on voit les alentours de Philadelphie. Mais je pense qu'il n'a pas bougé depuis 14 saisons. Ça m'étonnerait pas. Enfin voilà, ça c'était pas une nouveauté, mais quand même il fallait le noter qu'ils sont de retour, et ça fait plaisir, tout comme Superstore et Single Parents au niveau comédie. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour ce débrief, cette première partie de débrief, parce qu'il y aura encore des choses qui vont arriver d'ici les semaines qui suivent. Dans 2 semaines, on recevra Marion Miclet pour son livre Découvrir New York par les séries. En série. Je pense pas me tromper. Bref, voilà, on va en reparler d'un guide de New York série, un peu comme on avait fait avec Fan Trippers il y a déjà un petit moment maintenant. Donc ça fait plaisir d'avoir du monde dans le podcast. Le mot de la fin, Elodie. Patate. D'accord, patate. Toi-même. Florian. Fais comme l'oiseau. Parce que tu ne savais pas, tu ne savais plus et tu étais perdu. Donc fais comme l'oiseau. Tout à fait. Mathieu. The Eye of the Tiger. D'accord. Moi, petite culotte. Je suis resté sur Evil, je suis désolé. Voilà, ouais, bon. Oui, il faut. Hein. Ouais, voilà. On aurait pu dire césarienne, hein. Ouais, mais c'est plus joli, petite culotte. Je suis désolé, hein, bref. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Désolé si on vous a choqué par nos avis, hein, mais tous les avis sont dans la nature, à poil, en train de chanter. Luisant. Exactement. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, etc. Vous connaissez la rengaine. Et on va de toute façon passer la petite pub pour Podcut. Elle est un petit peu longue, je suis désolé, mais bon, il faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre des gens dans la rue pour savoir s'ils savent ce qu'est un podcast, mais surtout ce qu'est Podcut. Excusez-moi, monsieur. Oui, ici, là, ici, moi. Oui. Est-ce que vous savez ce qu'est un podcast et connaissez-vous Podcut? Pod quoi? Je comprends pas bien. Moi, je connais le pot au vin. Je connais le potager. Ouais, je connais bien. Ah, mon potager. Est-ce que je vous ai déjà raconté que je faisais pousser des tomates sous une serre que j'ai fait à la base de chevaux? Non mais enfin, monsieur, je suis là pour vous demander, je fais une espèce de micro-trottoir pour savoir si vous savez ce qu'est un podcast et le label Podcut sur podcut.studio. Peut-être que je sais pas, peut-être que ça vous intéresse pas. Alors là, moi je l'avais depuis longtemps, hein, ces deux chevaux, et elle marchait plus bien. Je dis que je peux faire, on fait pousser les tomates, tout ça. Mais là, j'en n'était pas d'accord, elle aimait bien la deux chevaux, on s'est disputé, tout ça. Oh, et puis, mais non, mais franchement, ça pousse bien. Ça pousse vraiment bien, oui, non,
faut dire ce qui est, et rien de plus naturel qu'une 2 chevaux dans un jardin, quoi. Si vous aussi vous avez envie d'entendre des podcasts qui parlent d'un peu de tout, et même pourquoi pas de cultiver des tomates sous une 2 chevaux, abonnez-vous sur podcut.studio. Je suis sûr qu'à un moment donné on en parlera. Hein, ou un truc à peu près. Voilà, podcut.studio. Hein. Des podcasts de niche, mais pas pour les chiens. Oh non.